Merci de me rejoindre pour c'est le combien? Le 15e rendez-vous au couvre-feu, l'avant-dernier, parce que le dernier sera lundi prochain. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai lancé ces événements au couvre-feu et je ne pensais vraiment pas que ça allait avoir autant de succès, d'engouement et autant de communication positive autour de ce petit événement, parce que j'ai pas un gros réseau non plus, mais bon, c'est sympathique de pouvoir reconnecter avec des personnes qu'on n'a pas vues, certaines depuis longtemps, qui sont dans les réseaux, qui traînent dans les réseaux, entre guillemets, mais on les a pas vus, on n'a pas échangé, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Et c'est hyper enrichissant comme expérience, en tout cas. Donc, pour ce avant-dernier, je reçois Christelle Boulanger. Alors, on a travaillé ensemble il y a longtemps, ça nous rajeunit Ça pas date. du tout. Dans le transport et la Ah, logistique. oui, oui, alors dis donc, on voit les cheveux blancs depuis, quand même. Alors, dis-nous tout, qui es-tu? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis coach, formatrice et thérapeute. Voilà, j'accompagne des personnes, des équipes, soit en coaching individuel, soit en coaching d'équipe. Et ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est aider les personnes à retrouver la liberté d'être eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je t'ai proposé ce thème ce soir, parce que le thème des conditionnements, des croyances limitantes, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup auprès de mes clients et que j'adore. Voilà. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. J'organise des week-ends aussi avec les femmes, parce que les femmes, on a beaucoup de conditionnements aussi, mais comme les hommes d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup, comme je suis une femme, je peux davantage aider des femmes. J'interviens donc à la fois dans des entreprises, auprès de particuliers, auprès de groupes de femmes, dans quelques grandes écoles comme à l'EDEC ou à Centrale, par exemple. Mhm. Et l'idée à chaque fois, moi, mon intention à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment de l'aider à retrouver son plein potentiel, retrouver un peu la pépite qui est à l'intérieur de chacun, en fait, et de se libérer encore une fois de ce qui nous encombre. Voilà. Donc, ce soir, c'est vraiment un thème qui est très cher à mon cœur. D'accord. Écoute, moi j'apprécie parce que du coup, quand on a comme ça un sujet qui nous passionne, on le fait généralement passer au travers de la caméra. Et même si en ce moment on peut pas tous se voir physiquement, enfin se rencontrer physiquement dans la même pièce, je trouve qu'il y a quand même du coup, ça passe, ça Hmm. passe. On sent l'énergie de la personne passionnée. Alors, attaquons le sujet que tu nous as proposé, se libérer de nos conditionnements. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces fameux conditionnements? Ouais, alors déjà, j'avais envie de faire un petit... En fait, en coaching, on parle souvent des conditionnements ou des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on Mhm. a chacun, en fait, des croyances. C'est-à-dire que tous nos systèmes de référence, tout notre carte du monde, elle est faite finalement de croyances. On a des croyances ressources et puis on a des croyances qui viennent un peu plus nous limiter dans la vie parce que ça nous encombre, ça nous fait souffrir, etc. Mhm. Et je posais un peu la différence entre, je me posais la question d'ailleurs cet après-midi, finalement, comment je vais introduire ça. Et je me disais, bon, et en fait, moi, je mets deux notions derrière. Il y a le conditionnement, il y a la croyance limitante, qui sont relativement liées. Mais le conditionnement, je dirais que c'est beaucoup plus général, c'est quelque chose dont on peut hériter et dont on n'a pas forcément conscience. Ça peut être un poids familial, une loyauté qu'on a qui est transgénérationnelle. Et tu sais, dans les familles, parfois, il y a des secrets, il y a des façons de faire, il y a des cultures qui font que on hérite comme ça d'une forme de comportement ou de mécanisme qu'on va développer. Et ça, je dirais que c'est les conditionnements. Et puis, il y a les croyances, donc les croyances limitantes, qu'on va se construire un peu nous-mêmes en fonction des expériences qu'on va se faire, parce que on va vivre. Alors souvent, les croyances limitantes, elles se mettent en place en fait à l'âge de l'enfance, jusqu'à 7 ans à peu près, Mhm. parce qu'on réagit en fait à ce que nos parents veulent pour nous, à ce qu'ils imaginent qui est bien pour nous. Donc on réagit un peu à leur peur, et du coup, on va développer des comportements aussi qui vont faire qu'on va être on va toujours avoir envie d'être parfait, on va toujours avoir envie de faire plaisir. Donc, je Les vous fameux expliquerai un petit peu. drivers. Voilà, je vous expliquerai un petit peu les drivers, ce qu'on appelle les messages contraignants tout à l'heure. Mhm. Mais voilà, donc il y a deux formes de conditionnement, et c'est pour ça que j'aime bien aussi accompagner les femmes, parce que, alors,
non pas que je sois sexiste ou féministe, pas du tout, mais je trouve que les femmes, on a quand même une histoire aussi dans l'histoire, enfin dans la grande histoire, où on a été beaucoup mise à l'écart. C'est-à-dire qu'il y a des époques où on était considéré comme vraiment le sexe faible, on ne pouvait rien faire, pas d'études, etc., etc. Donc on porte aussi un peu ce retard, j'ai envie de dire, par rapport aux hommes. Et c'est pour ça que j'aime bien voilà, travailler avec les femmes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à déconditionner. Tu vois, je lisais un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les accoucheuses. Ça se passe au XVIIIe siècle et ce sont des femmes qui exercent le métier de sage-femme. Et donc, métier magnifique, sauf que bah, elles se prennent des bâtons dans les roues par l'Église, par tous les hommes qui considèrent que, mais vraiment, il y a des propos, mais c'est révoltant en fait. Et du coup, voilà, il y a plein de conditionnements comme ça dont on hérite dans l'histoire. Et encore une fois, je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, parce que chacun porte ses croix, chacun a sa famille aussi. Mais on a des conditionnements qui font que bah, parfois on a un héritage qui n'est pas toujours bah, dépendant de nous et qui fait que bah, on est là, on est avec ça et on doit faire avec, mais qui peut nous limiter dans la vie en fait. Voilà. Donc c'est l'idée que c'est limitant. Et puis on a ces fameuses croyances qu'on se construit dans l'éducation, dans l'enfance, parce qu'on a reçu peut-être une éducation très stricte ou très paternaliste ou très comme ci ou très comme ça. Et l'idée, c'est que ces croyances, elles viennent nous limiter, elles nous empêchent d'être nous-mêmes et elles nous empêchent de vraiment rayonner et toucher notre plein potentiel. Ouais. Et surtout, ce qui est dingue, je trouve, avec les croyances limitantes, c'est que au fur et à mesure de notre vie, on ne fait que les reconfirmer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est confronté à d'autres situations où, en fait, on va reconfirmer nos croyances. Puisque, en fait, une croyance, ça va conditionner chez nous un certain comportement qui va conditionner un résultat, et le résultat, bah, ça vient renforcer notre croyance. Donc c'est ça que je trouve ça enfin, incroyable, et en même temps, Juste une voilà. petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est un peu lié à ce qu'on appelle les biais de confirmation ou c'est un petit peu différent? Alors, qu'est-ce que tu appelles les biais de confirmation? Bah, c'est quand on a l'habitude de quelque chose et à chaque fois en fait, qu'on recherche une réponse ou le contre-exemple qui fait que le truc n'a jamais marché, mais comme on est toujours conditionné à attendre un résultat, on va tout de suite regarder le résultat qui correspond à ce qu'on attend et en fait, et on va se couper Bien de sûr. situations ou de résultats qui pourraient nous faire penser l'inverse en fait. Mais c'est tout à fait Si ça, j'étais c'est-à-dire claire. qu'en fait, les croyances, elles sont aussi réconfortantes quelque part, parce que notre cerveau, il a été habitué à fonctionner comme ça, et donc, quelque part, quand on retombe dans ce biais de la croyance, pour reprendre ton terme, ça nous réconforte parce qu'on sait comment on va réagir. Mm. Et si on prend un peu les neurosciences, tu vois, qui étudient aussi la façon dont se passe le cerveau, on a le cortex. Et le cortex, il est pas mature à l'enfance, il est plutôt mature. Alors, il commence à devenir mature à l'adolescence et encore, mais il est surtout mature vers l'âge de 18-20 ans. Et c'est ce cortex préfrontal qui nous permet d'avoir du recul sur les situations, de relativiser, d'avoir un peu de discernement, de se dire, OK, là, je ne suis pas obligée de le prendre personnellement. C'est pas grave s'il se passe ça ou s'il se passe ci. Et donc, c'est ça qui se passe, c'est que dans l'enfance, en fait, on n'a pas ce cortex qui est là pour nous aider. Donc, tout ce qui va arriver, on va le prendre de plein fouet. Et ça nous aide. Enfin, on a déjà vu, ou même nous, hein, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une Barbie qui était cassée. Et puis, voilà, c'était la fin du monde. Je me disais, mais comment se fait-ce, etc., etc. En me disant, mais c'est pas possible. Et donc, j'en veux une nouvelle, quoi. Quelque part, il me faut quelque chose de nouveau. Mhm. Mais voilà, donc on réagit plus avec l'émotion au départ, et du coup, on associe en fait la croyance à une charge émotionnelle aussi, qui fait que on va mettre de côté certaines choses et on va développer des croyances du style je suis pas capable de faire ça, je mérite pas, Mhm. je suis pas digne, je suis pas à la hauteur, et, et on va le répéter, et en plus on va se reconfirmer ça jusqu'à ce qu'on décide d'y mettre fin. En fait, c'est un peu ça l'idée. D'autant plus qu'on dit que quand on a vécu un événement qui a généré une émotion forte, en général, on en garde la trace beaucoup plus longtemps, le souvenir beaucoup plus longtemps à cause de cette émotion, en fait. Tout à fait, ouais. Ouais. Mm. Bah, l'émotion, après, oui, elle prend sa place, donc ça se transforme dans un sentiment. Donc on va, parce que l'émotion, elle est à l'instant T, mais le sentiment, c'est l'émotion qu'on n'a pas réussi à faire sortir. Et du coup, oui, c'est engrammé en fait aussi dans notre corps, hein. Notre corps, il garde des mémoires de ça. Donc
Donc évidemment, c'est un peu ça. Je te laisse continuer. Et donc, l'idée, c'est que dans l'enfance, en fait, qu'on a pu avoir, on a reçu de la part de nos parents, de figures parentales, donc ça peut être voilà, des profs qu'on a eus, des maîtres ou des maîtresses. En tout cas, on a reçu ce qu'on appelle comme des messages, en fait, alors on appelle ça des messages contraignants dans l'analyse transactionnelle, qui est un courant de psychologie positive, mais c'est comme des injonctions. Comme s'il fallait, pour leur plaire, qu'on réponde à un certain type de comportement. Et donc, ça a développé... alors, c'était pas conscient de leur part, en général. Enfin, souvent, c'est pas conscient de leur part, c'est complètement inconscient. C'est que ces personnes-là, elles veulent nous protéger. Elles font en fonction de leur cadre de référence à elles. Elles estiment qu'elles vont apporter des solutions, mais c'est à leurs problèmes et pas forcément aux nôtres. Donc, elles nous envoient comme ça des messages un peu subliminales auxquels nous, on se dit, il faut que je réponde à ça parce que sinon, je vais pas avoir son amour, je vais pas lui plaire, je vais pas... voilà. Et du coup, on développe en fait des mécanismes et des comportements qui vont se répertorier en fait dans la vie qu'on peut avoir personnellement, qu'on peut avoir dans la vie professionnelle. Et donc, dans l'analyse transactionnelle, en fait, on identifie 5 messages contraignants que tu dois connaître, du coup, toi, Priscille, qui sont, alors je vous les donne comme ça, puis on va les détailler un peu. Il y a le sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi et fais plaisir. Voilà, donc c'est vraiment 5 messages qu'on reçoit avec chacun des histoires différentes, j'ai envie de dire. Et puis, ce qui est bien aussi de voir, c'est que dans ces messages contraignants, à chaque fois, on en tire un bénéfice, c'est-à-dire que ça nous a construit jusqu'à présent, donc ça nous a permis d'avoir des qualités et de développer certaines qualités. Et en même temps, il y a aussi des inconvénients, et c'est ça qui est peut-être à lâcher, en fait, et à remplacer par autre chose. Donc, par exemple, dans le soi parfait, on va avoir des personnes qui vont être super perfectionnistes, qui vont un peu se noyer dans les détails, qui veulent surtout pas faire d'erreurs. Alors, l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et le message qu'ils ont pu entendre quand ils étaient plus jeunes, c'était tu peux mieux faire. Hein. C'est un peu la petite fille qui ramène son carnet de notes qui a 9 sur 10 et puis on lui dit la première de la classe, elle a eu combien 10 sur 10 et pourquoi pas toi quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est tu peux mieux faire. La difficulté, alors le bénéfice du coup des soi parfaits, c'est que ce sont des super travailleurs, ils bossent beaucoup, ils produisent un boulot de dingue avec beaucoup de qualité parce que justement ils sont vraiment à l'affût de la qualité. La difficulté, c'est que du coup ils sont très, enfin j'en parle d'autant mieux que moi je suis plutôt une soi parfaite donc je peux me lâcher, mais ils sont plutôt insatisfaits, ils sont exigeants. Avec eux et avec les autres. Tout à fait. J'en suis aussi, hein, donc je ouais, peux dire. voilà, ils sont plutôt dans Même le si je me suis bien soignée quand même. Ouais, mais en fait, déjà, de l'identifier, on verra après comment on se libère de tout ça. Mais c'est vrai que la première partie, c'est de se libérer de tout ça. Ils sont plutôt, donc le soi parfait, il est aussi plutôt dans le contrôle, il n'aime pas le jugement, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quelle autorisation, quand je suis un soi parfait, je peux me donner, en fait. Donc l'autorisation que je peux me donner, c'est j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de ne pas être au top tous les jours, ou en tout cas de faire au niveau d'énergie que j'ai ou au niveau de compétences que je peux avoir, et c'est pas grave si je suis pas à 100% à chaque fois. Mais c'est un travail de longue haleine parce que pour les soi parfaits, c'est plutôt compliqué quoi. D'autant plus que ça peut dégénérer en procrastination. Oui. Parce que du coup, on veut passer tellement de temps sur les trucs qu'on finit jamais, qu'on reporte, voilà, il y a aussi l'autre, le mauvais côté, je dirais, de cette soi parfait, de vouloir toujours faire un truc fantastique. C'est qu'on ne se lance pas tant qu'on ne pense pas qu'on est archi méga prêt. Ouais, et puis je crois que le vrai défi du soi parfait, c'est aussi d'apprendre que, c'est aussi de se rendre compte qu'il va apprendre de chacune de ses erreurs. C'est que finalement, l'erreur, c'est pas une fin en soi, voilà, c'est pas un drame, c'est qu'on peut en faire un apprentissage, on peut rentabiliser pour la prochaine fois, optimiser, etc., etc. Et puis surtout, s'autoriser à être soi-même. Parce que le soi parfait, il peut avoir tendance
mettre un masque pour être un peu dans ce que les autres attendent, pour satisfaire en fait le regard des autres. Donc voilà, bon. De toute manière, sur les 5 drivers ou les 5 messages contraignants que j'ai affichés, on en a tous plus ou moins 2 ou 3 en dominante. Donc ce soir, Oui, on on a un devrait petit avoir peu de tout. Après, une c'est panoplie. beaucoup plus... c'est plus marqué en général dans quelques-uns. On les a rarement tous au même niveau. Oui, tout à fait. Heureusement, d'ailleurs. C'est clair. Alors ensuite, il y a le soi fort. Donc le soi fort, c'est celui qui pense qu'il peut se débrouiller tout seul, il a besoin de personne, il n'a pas besoin d'aide, et puis qui va surtout masquer ses émotions. Le soi fort, il n'aime pas montrer qu'il a des émotions parce que montrer ses émotions, c'est montrer que je suis faible, montrer que je suis vulnérable. Et ça, c'est pas possible pour lui, en fait. Ça, c'est impossible. Et lui, alors évidemment, il y a évidemment des bénéfices toujours à être un soi fort, hein, parce que c'est quelqu'un qui va bien supporter la pression, qui va être persévérant dans ce qu'il entreprend, qui va ne pas se décourager au moindre problème. Donc ça, pour lui, c'est plutôt pas mal. En revanche, dans les inconvénients, c'est quelqu'un qui va tendance peut-être à être un peu rigide ou intolérant. Et même, du coup, il va développer quelque chose qui pourrait se développer à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les gens qui se montrent faibles. C'est-à-dire que ceux qui sont faibles, pour lui, c'est presque épidermique. C'est non, non, lui, il parle de ses émotions, c'est pas possible, moi, je peux pas. Donc, le soi fort, il se coupe. Souvent, le message qu'on a entendu quand on était petit pour devenir un soi fort, c'est arrête tu vas pas pleurer quand même, t'es pas une mauviette, ou voilà, il faut se renforcer un peu, il faut être plus courageux, etc., etc. Et donc, l'autorisation, parce que c'est pareil, tout est question d'autorisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un message contraignant, c'est où j'identifie que j'en ai un, c'est quelle autorisation moi je vais me donner. Et donc les soi forts, c'est vraiment comment je peux aller demander de l'aide aux autres, quoi. Comment je peux arrêter de faire tout seul tout le temps, de me débrouiller seul. Comment je peux aller aussi parfois juste poser ma tête sur l'épaule d'un ami pour lui dire en fait ça va pas, j'ai besoin de parler, quoi. Et je sais que moi, je couplais ça, tu vois, soit parfait, soit fort. Et donc, parfois, mais je me retrouvais avec des trucs énormes. Je disais rien, j'étais Je vois comme ça. bien. Je sais pas Tu vois pourquoi. bien aussi, ouais. Oui, oui. Moi, j'ai le fait vite en plus derrière. Donc, Ah oui, en plus, ouais. Et heureusement, j'ai des amis qui me connaissent bien. Donc, à chaque fois, elles viennent me chercher et me titiller, tu vois. Mais sinon, oui, voilà, je montrais rien. C'était impossible pour moi. Poker Et face. souvent, comment? Poker face. Poker face, ouais. Poker face où tu sens que, enfin, c'est pas tout à fait poker face, c'est que tu sens que tu as une ébullition d'émotions qui arrive, mais que tu sais pas gérer, donc tu essayes de contrôler. Moi, ça m'arrivait, par exemple, quand j'étais très en colère, comme j'arrivais pas à l'exprimer, de me mettre à pleurer, en fait. Ouais, Tu vois. oui. Et en fait, c'est ridicule parce que du coup, tu passes pour celle que tu veux éviter d'être, donc c'est complètement stupide. Mais du coup, voilà. Donc, mais c'est aussi parce que je ne comprenais pas ce que c'était que ces émotions, je n'arrivais pas à les identifier, je n'arrivais pas à savoir quoi en faire. Et surtout, je n'arrivais pas à les verbaliser, en fait, parce qu'une fois que tu verbalises, ou plus ou moins, et puis après que tu arrives à comprendre à quel besoin c'est relié, mais ça, c'est peut-être un autre sujet encore, tu arrives à... Voilà, ça passe beaucoup plus facilement. En tout cas, c'est plus ça, on va dire. Donc ça, c'est pour le soi fort. Ensuite, on a donc le soi parfait, le soi fort, on a le dépêche-toi, puisque toi, tu me dis que c'est ton message J'ai aussi contraignant à toi. celui-là, oui, voilà. Ouais. Donc le dépêche-toi, c'est quelqu'un qui a reçu forcément le message quand il était plus jeune de dépêche-toi. Donc il faut aller vite, il faut faire vite. Ce sont souvent des personnes qui n'aiment pas l'ennui, hein, tu me contredis ou pas du coup Priscille, puisque qui préfèrent la rapidité quelque part à la qualité. Alors couplé à un soi fort, je ne raconte pas. Tu vois, moi, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai un soi parfait et fait vite, et les deux, Ah ouais, tu devais bien ils te sont prendre pas la cool tête. ensemble, hein, forcément. Hein, c'est Ouais, toujours un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Hein. ouais. Ouais. Donc, il faut Donc faire vite et bien, en fait. faire vite Vite et et bien, bien. ouais, en plus. Donc la pression maximale, quoi. Mm.
Et donc, le dépêche-toi, ouais, ce qu'il a pu recevoir aussi comme message, c'est tu es trop lent aussi. Ça peut être voilà, ça peut être quelque chose qu'il a reçu. Donc, le bénéfice d'être un dépêche-toi ou un fais vite, c'est que ben, on est capable euh, d'assumer des délais très courts en fait dans les projets où on prend des décisions très rapides. Hein. Ce sont des personnes qui se mettent en mouvement aussi très rapidement, donc qui passent à l'action, qui sont très réactifs. La difficulté, bah, c'est parfois quelques signes d'impatience peut-être. Et puis surtout, le dépêche-toi, pas du tout. Oh non, jamais, jamais. Pas moi. Et surtout, le dépêche-toi, il peut se mettre beaucoup la pression pour en faire toujours plus, en fait. Hein, il veut toujours en faire plus. Et puis, il s'ennuie facilement. Donc, il a besoin de se renouveler, d'innover, de créer, avec parfois une tendance aussi à en prendre peut-être beaucoup plus qu'il ne pourrait. Parce qu'il y a cette envie justement d'aller vite et de se dire, OK, dès que j'ai fini ça, il faut que j'ai autre chose. Peut-être que chez le dépêche-toi, il y a aussi une peur du vide, en fait. Tu vois. Et donc voilà, donc l'autorisation que le dépêche-toi doit se donner, bah, c'est j'ai complètement le droit de prendre mon temps. C'est OK de prendre mon temps, de faire à mon rythme, surtout de comprendre quel est mon rythme et de faire à mon rythme, quoi. Oui. Et aussi de ne rien faire. Et aussi de ne rien faire, ouais, bien dit. Ouais, complètement. Oui, de s'autoriser à rien faire. Ça, c'est un peu valable aussi pour le soi parfait. S'autoriser à rien faire. Oui, donc moi, tu vois, je cumule. Ouais, toi, tu cumules. Mais c'est vrai que, bon, juste une toute petite digression, moi, j'ai mis des années, par exemple, à accepter de regarder un film à la télé sans rien faire d'autre. C'est-à-dire, tu faisais quoi? Eh ben, je pliais le linge, Ah je oui, faisais du ok. ménage. Il y a je pense qu'il y a des centaines de films que j'ai regardés dans ma vie. En fait, je les ai jamais regardés, je les ai écoutés parce que je faisais autre chose en même temps. Et des fois, quand je revois les images, j'ai l'impression que je découvre des trucs, hein, parce que je n'arrivais pas à concevoir de m'asseoir pour regarder la télévision, par exemple. Ouais. Voilà, c'est encore très difficile, hein, mais je me soigne. Ou je vais au cinéma parce que là, je peux rien faire d'autre. Parce que c'était pas possible. Mais bon, maintenant, je vieillis, je Quand tu fatigue. regardes aujourd'hui, on est dans une génération aussi où on est à la fois sur la télé, sur l'iPhone, on répond à des messages. Enfin, je veux dire, on est, tu vois, quand je vois C'est le paradis des, des dépêche-toi, des fait vite. des fais vite, ouais, fais vite ou dépêche-toi. Moi, je dis dépêche-toi, mais et d'ailleurs, je me rends compte moi que je le dis pas mal à mes enfants, tu vois. Donc, Eh oui, eh en oui. fait, on a beau identifier les choses, parfois il y a voilà, il y a des mécanismes qui partent comme ça, quoi. Mm. Oui, oui. Moi, je sais quand j'ai appris les drivers, donc c'était il y a quelques temps déjà, et j'essayais de me souvenir ce que j'avais pu dire à mes enfants. Tu sais, quand ils étaient petits, alors le fais vite, le dépêche-toi, je pense que je leur ai dit tous les matins pour C'est ça. partir à l'école, les pauvres, les pauvres. Et vas-y que je te m'auto-flagelle un petit coup. Parce qu'effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est complètement inconscient. Enfin, voilà, on a été conditionnés nous-mêmes comme ça et on réplique, quoi. Exactement. Pourtant, moi, j'ai pas été conditionnée sur le dépêche-toi, mais j'ai dû le développer toute seule, ou tu vois, c'est un héritage plus lointain. Mais Mm. ouais, c'est quelque chose que je sais développer pour mes filles, donc je fais attention, mais voilà, on a tous nos mécanismes, hein, de toute manière. L'important, c'est de pouvoir les identifier, en fait, de faire à chaque fois un petit pas de côté pour voir ce qu'on fait et se dire, OK, c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que, alors sans que ce soit bien ou pas bien, parce que là, on est dans une dualité qui est un peu extrême, mais Ouais. en tout cas, se dire, OK, là, j'ai peut-être été un peu trop sur le dépêche-toi, donc Mm. la prochaine fois, j'essaierai d'être un peu plus souple Ouais. sur le timing, quoi. Ouais. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, les drivers, c'est pas mauvais en soi, on en a Non, non, besoin non, pas pour du tout, ouais. avancer. C'est l'extrême qui fait qu'il y a des comportements derrière, mais après, on a toujours besoin d'en avoir un petit peu quand même, hein. Oui, et puis ça a construit notre personnalité. Encore une fois, dans chaque driver ou chaque message contraignant, il y a des effets bénéfiques, il y a du positif. Donc, c'est pas complètement à rejeter, en fait. Hein. C'est juste de lâcher ce qui nous encombre, si ça nous encombre, en fait. Parce que du coup, le soi parfait, le dépêche-toi, le sois fort, comme on l'a vu là, puis on va encore en voir deux autres, bah, ils ont tous leurs inconvénients, ils ont tous euh, ils nous font tous souffrir à un moment donné, en fait, à un endroit. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, le soi parfait, voilà, ou le soi fort. Moi, je sais que
par exemple, dans mon dernier poste, quand je me sentais pas bien, tu vois, je sentais que ça n'allait pas. J'aurais dû partir de moi-même, en fait. J'aurais dû, enfin, ça aurait dû m'alerter parce que je commençais à avoir des symptômes, d'épuisement professionnel, tu vois? Donc je sentais que ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui allait pas et je résistais, quoi. J'étais en résistance. En fait, c'est ça le truc. C'est que plus on va résister, en fait, à ces drivers et plus, le truc, il va exploser à un moment donné. Donc Mmh. moi, j'ai résisté et puis à un moment donné, c'est mon corps qui a lâché en me disant: «Stop, t'arrêtes, c'est plus possible». Et bon, bah, ça m'a appris du coup à m'écouter, tu vois? Mais donc j'en tire un apprentissage, mais c'est juste de lâcher en fait ce qui nous fait souffrir et je sens du coup que quand je retourne dans une boucle où, je commence à me resurcharger, à prendre beaucoup de choses, à voilà, ouais, à faire enfin parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses donc dès que je commence à en faire trop et que je sens que j'ai les warnings qui arrivent et là je me dis: «Bon, là, maintenant tu arrêtes de faire ta soie forte et tu te calmes. Mais Mmh. voilà, il faut se voir faire, en fait. C'est vraiment ça. Et donc c'est tout le chemin aussi d'une vie en développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses mécanismes et de se voir faire pour, arrêter ce qui ne nous convient plus, en fait. Mmh. Mmh. Alors si je continue un petit peu du coup Oui. dans les drivers, on en a un 4e qui est, le fait plaisir. Donc le fait plaisir, c'est celui qui a, peut-être hérité d'un message qui était, «Oh bah, tu vas bien me donner ta tarte pour me faire plaisir ou ton dessert, sois gentil avec moi» ou, «Est-ce que tu veux bien me rendre ce service?» Enfin voilà, donc c'est, Mmh. Mmh. des personnes qui se sont fait, un peu, alpaguer, j'ai envie de dire comme ça, de manière inconsciente, hein, toujours, pour faire plaisir à l'autre. Du coup, ce Oui. sont des personnes qui s'oublient totalement. Leur, leur lien à l'autre est complètement déséquilibré quelque part. Et souvent, tu sais, moi, je travaille en fait avec, Arnaud Rioux, je t'en avais parlé, qui enseigne beaucoup, en termes de développement personnel et lui, il utilise un concept que j'aime bien qui s'appelle la croix du comportement. Alors, je vais le faire avec, 2 stylos que j'ai là. En fait, pour avoir donc une croix équilibrée, c'est si j'estime que ce lien, en fait, qui est vertical, c'est le lien à moi et ce lien horizontal, c'est le lien à l'autre, l'idée, c'est d'avoir, en fait, une croix qui soit équilibrée. C'est-à-dire que je sois Mmh. suffisamment en lien avec moi et en lien avec l'autre, à la fois pour, bah, mesurer mes besoins, comprendre, mettre des limites avec l'autre, mais aussi être à l'écoute de l'autre, être empathique quand il le faut, mais vraiment à la juste mesure, j'ai envie de dire. Mmh. Mmh. Et puis, il Mmh. y en a qui vont être complètement déséquilibrés, c'est-à-dire si je fais, une croix comme ça, qui vont être très en lien avec eux, donc très à l'écoute d'eux, donc plutôt égocentriques et pas du tout en lien avec les autres. Et Mmh. puis il y a ceux, à C'est contrario, l'inverse. qui vont avoir une toute petite croix, voilà et donc ça, c'est l'effet plaisir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout en lien avec eux, ils s'écoutent plus, il y a plus, ils sont pas à l'écoute de leurs besoins, ils savent pas dire non, ils sont pas à l'écoute de leurs limites mais par contre, ils sont, complètement orientés sur l'autre, voilà, ils veulent faire plaisir à l'autre, ils ne savent pas, leur dire non donc et pour être aimés de l'autre, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé. Alors Mmh. évidemment, ça a des super, bénéfices. Ce sont des personnes qui vont être très altruistes, très à l'écoute, très empathiques, très bienveillantes, en général dans des équipes, le fait plaisir, bah, c'est celui qu'on aime bien parce qu'il s'occupe toujours de tout le monde. Il amène les Heu, gâteaux et il tout amène ça. les gâteaux, voilà, voilà. En revanche, dans les difficultés, bah, c'est qu'il va se laisser envahir, il va pas écouter ses besoins, il va s'oublier et du coup, il peut même se retrouver dans une situation où il est victime, quelque part, de son succès. C'est-à-dire qu'il va être Mmh. victime de vouloir aider. Vous savez, c'est aussi le fameux triangle, dramatique dont on parle, en Cartman. psychologie également, qui s'appelle le Mmh. triangle de Karpman Mmh. où en fait, quand on est la victime, enfin, quand on est sauveur, par exemple, c'est-à-dire quand on veut sauver à chaque fois les autres de leur situation sans qu'ils nous l'aient demandé, bah, on peut se retrouver victime parce que finalement, la personne, comme elle nous a rien demandé, ça se retourne contre nous, en fait. Mmh. Mmh. Donc, le fait plaisir, il peut se retrouver dans ce système-là, un peu embrigadé et dans ce cercle vicieux. Et lui, vraiment, alors l'antidote, si je puis dire, qu'on pourrait lui proposer, c'est vraiment bah, de s'écouter lui, d'être à son écoute et vraiment de comprendre, bah, quels sont ses besoins et de les respecter, en fait. Ça, c'est super Mmh. important. Mmh. Voilà et c'est tout, enfin, c'est aussi tout le travail qu'on fait en coaching à chaque fois, hein, c'est d'aller écouter, les besoins de nos clients, de leur faire, toucher du doigt, en fait, quels sont leurs besoins. Parce qu'on a
encore une fois, on a souvent du mal à se dire, bah, j'ai une émotion qui arrive, il y a quelque chose qui se passe pour moi, je ne sais pas l'identifier, j'ai un besoin, mais est-ce que c'est ça ou pas? Et donc vraiment, eux, c'est ce travail-là qui est intéressant à faire pour eux, quoi. Et en plus, ils ont à surpasser le fait de ne pas croire que de s'occuper de soi, c'est de l'égoïsme, parce que souvent, c'est ce qui les bloque. C'est que s'écouter, ils le mettent vite dans la case je deviens égoïste, égocentrique, alors qu'en fait, il y a un truc Exactement. où c'est son hygiène personnelle, enfin, c'est sain hein, de savoir s'écouter quand on est trop fatigué, de faire attention quand écouter la petite voix quand on voit vraiment qu'il y a des gens qui sont là en abus, hein, qui ne sont pas là pour profiter de nous et pas du tout parce qu'ils en ont un vrai besoin. Et ça, c'est pas être égoïste, hein, c'est juste la saine sauvegarde Mm. personnelle. Ouais, ça s'appelle l'écologie personnelle, en fait, tu Voilà. vois? Je C'est cherchais le faire, mot de ouais, l'écologie, je l'avais perdu. c'est prendre soin de son écologie personnelle et oui, évidemment, c'est super important. C'est super important et dans le quotidien, je le vois, moi, dans les entreprises. Alors déjà, parler des émotions en entreprise, c'est quand même quelque chose qui est, euh, bah, qui se démocratise, qui arrive de plus en plus, hein, mais l'intelligence émotionnelle, d'en parler, c'est parfois compliqué, quoi. Moi, j'interviens sur des séminaires de communication non violente où justement tout part de l'émotion. Quelle est l'émotion que je ressens? Comment je l'identifie? Comment je la nomme? Et qu'est-ce que j'en fais derrière dans ma communication? Mais voilà, il y a des gens qui découvrent ça parce qu'ils ne sont pas reliés à leur émotion. Et l'émotion, elle vient quand même expliquer qu'il y a un besoin qui est satisfait ou qui ne l'est pas. Et donc, vraiment, c'est d'être à cette écoute-là. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc, le dernier driver, c'est fait des efforts. Alors, lui, le fait des efforts, l'idée, c'est que si c'est trop simple, bah, j'en tire aucun succès, quoi. Voilà, en fait, je ne réussis que si tout est compliqué. C'est un peu ça l'idée. Donc, voilà, il pense que toute réussite, ça va passer par de la complexité, par des tâches pénibles. Sinon, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine d'être vécu, j'ai envie de dire presque. C'est un peu ça. Donc, il se retrouve presque lui-même à toujours compliquer les choses, en fait. Et ce qu'il a pu Pourquoi faire entendre, en fait. simple quand on peut faire Et c'est compliqué? ça, c'est exactement ça. Et donc, l'idée, c'est que bah, quand il était jeune, il a peut-être entendu des termes du style bah, donne-toi un peu de mal, on n'a rien sans rien, il faut y aller, le travail, ça se mérite, enfin voilà. Donc, c'est toutes ces valeurs-là, enfin, c'est des valeurs aussi, hein, mais c'est toutes ces valeurs-là que lui a pu engrammer ou engranger. Alors, l'avantage de ça, c'est que ça donne des gens qui sont très patients, très persévérants, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils sont toujours prêts à y aller, quoi, aller au front. Tu leur présentes la montagne, ils sont déjà en train de la gravir, quoi, presque. Donc ça, il n'y a pas de souci pour eux. Par contre, c'est que bah, ils peuvent avoir une tendance, oui, à compliquer généralement les choses et ils craignent la critique, ils sont insatisfaits. Et ils ont du mal à s'attribuer du succès. Ils ont du mal à comprendre comment ils peuvent contribuer, eux, au succès. C'est souvent des personnes aussi qui disent, bah, tu sais, quand tu les félicites, ils vont dire, ouais, mais bon, en fait, c'est parce qu'il y avait un tel qui m'a aidé à faire ça. Ou... Donc, J'ai eu ils de ont la vraiment... chance. Ouais, c'est la chance. Voilà, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, parce que là, normalement, c'était compliqué, j'aurais pas dû réussir. Et, euh, et donc là, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas obligés de se compliquer la vie, que le succès, ou en tout cas la réussite, ça peut aussi passer par bah, des tâches qui sont plus simples, où ils ne sont pas obligés de se prendre la tête tout le temps, et surtout, ils peuvent se satisfaire du travail qu'ils ont fait. Donc ça, Mm. c'est... bon, après, voilà, c'est tout un chemin, c'est tout le chemin aussi du développement personnel, hein, d'identifier ces drivers. Euh, et ils ont tous un intérêt, encore une fois, y compris dans le milieu du travail, hein, parce que bah, ça peut être intéressant aussi, d'ailleurs, quand on est en entreprise, de comprendre quels sont les drivers des uns et des autres, parce que bah, on peut après moduler aussi, tu vois, dans un projet, l'attribution de tâches, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que bon, ces messages, moi je sais quand j'avais étudié ça, parce que du coup, c'est quelque chose qui m'avait passionné, quand j'avais compris qu'en fait, j'avais reçu des messages contraignants de la part de parents, de la part de figures parentales qui représentaient une autorité et à qui je voulais absolument plaire. Bon, moi qui suis soit parfaite et, et soit forte,
bah, quand j'ai compris qu'en fait, ça m'appartenait pas, que j'étais dans un espèce d'auto-mécanisme où voilà, je m'auto, conditionnais toute seule pour aller vers Mhm. ça, bah, ça m'a vachement déculpabilisée, en fait. Tu vois? Je me suis dit: «Mais en fait, mais qui me met autant la pression alors qu'il y a que moi qui me met cette pression?» Tu vois? Ça m'a fait comme un déclic. Où je me suis dit: «Mais oui, mais il y a que moi qui me met la pression comme ça. Personne ne vient toquer à ma porte en disant: "Alors, comment ça, tu as pas été parfaite? Comment ça, tu n'as pas été soit-" mais vraiment, ça m'a déculpabilisée. Moi, ça m'a enlevé toute culpabilité. Alors je dis pas que j'ai pas encore des mécanismes qui reviennent de temps en temps parce que ça serait faux de dire ça, mais vraiment, ça m'a permis de lâcher quelque chose et donc Mhm. voilà, pour se libérer de ces conditionnements, bah, la première chose à faire, c'est déjà de les identifier. C'est de comprendre comment on fait et bah, pour ça, c'est de revenir, par exemple, sur des situations qu'on a pu vivre, qui nous ont un peu fait souffrir, dans lesquelles on n'était pas super à l'aise et de se dire: «OK, bah, quel driver j'ai pu ou quel message contraignant j'ai pu actionner à ce moment-là? Dans quoi je me reconnais, dans les messages que je vous ai énoncés?» Heu, est-ce que, alors sachant qu'il y en a à chaque fois 2 ou 3, hein, on n'a pas un, particulièrement, mais donc c'est vraiment de faire un pas de côté pour se voir faire et se dire: «Bon, OK, Mhm. là je constate que je suis soit parfaite». Donc c'est de regarder aussi dans ce comportement que j'ai, mis en œuvre tout au long de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Tu vois? Parce que moi je sais que le soi parfaite, bah, j'y trouve quand même, pardon, pas mon inconvénient. Il est tard, je commence à j'y trouve des bénéfices. Quand je fais, par exemple quand je rends des propositions à des clients ou ce genre de choses, bah, voilà, je suis attentive à la qualité, je veux évidemment que ce soit parfait, mais du coup, je pense que ça a des bénéfices dans le sens où je vais chercher au maximum à améliorer, en fait, la proposition que je peux faire. Donc évidemment que ça a des avantages et que je renie pas du tout, en fait. L'idée, c'est pas de renier complètement, qui on est et ce qu'on fait. Donc c'est plutôt de lister les avantages de nos comportements et puis c'est de Mhm. lister aussi les inconvénients parce qu'à chaque fois, quand on a des messages contraignants, il y a des inconvénients et c'est de voir comment on peut tester autre chose, comment on peut, encore une fois, se donner des autorisations différentes. Ou de se voir faire, de se marrer en fait. Des fois, moi, je me vois faire, je me dis: «Bon, ça y est, allez, c'est bon, c'est reparti, donc calme-toi, on va le faire différemment». Tu vois? C'est aussi d'avoir un peu d'autodérision parce que, bon, C'est voilà, utile, oui. c'est utile et voilà et puis donc enfin, tout ça, le prérequis, c'est quand même de développer, aussi une certaine conscience de soi. C'est-à-dire voilà, travailler sur soi, d'avoir cette démarche de vouloir, se regarder faire, de vouloir, voir ce qui nous convient, d'identifier ce dont on a besoin pour aller bien. Parce que, moi, j'ai longtemps cru qu'on était, enfin non, pas longtemps cru, mais encore une c'est peut-être une croyance limitante. J'ai longtemps cru qu'on était aussi, ici pour en chier, tu vois? Donc et je me disais: «On n'est pas là pour en chier, on est là aussi pour se faire du bien». Ouais. Et moi, depuis que j'ai entamé ce chemin dans le développement personnel, bah, j'essaye d'aller vers ça. Donc, je dis Mm. pas que c'est simple tous les jours, parce que c'est un long, long chemin, mais c'est l'idée de se faire du bien, de comprendre ce dont on a besoin et ce qui nous fait vibrer. Et on est tellement différents les uns des autres que bah, c'est important de le voir pour soi-même, quoi. Voilà, de le voir pour Bah, soi-même. déjà au moins pour soi, et puis après on peut aussi, quand on est bah, avec ses enfants, repérer aussi peut-être qu'on leur a déjà mis sur Oui, les épaules. Avec ses collègues de travail aussi, ça peut être des choses qu'on repère, ou quand on est manager avec ses équipes, et qui nous permet aussi de comprendre des questionnements qu'on va avoir, ou pourquoi celui-là il nous paraît très très lent alors qu'en fait il veut juste très 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 bien faire. Enfin voilà, mais donc alors ça tu sais, permet de relativiser beaucoup. ouais, et pour revenir sur les enfants, du coup, moi, je me suis donné des autorisations aussi par rapport à ça parce que, encore une fois, donc j'ai 3 filles, et j'avais vraiment l'envie d'être la mère parfaite, tu vois? Bon, de toute manière, Comme en toutes les tant que femme, en mamans. général, tu veux être la Ouais. mère parfaite, l'épouse parfaite, la professionnelle parfaite, la cuisinière parfaite, enfin voilà. Donc, ouais, je voulais être parfaite, dans tout, y compris dans mon rôle de Brille. mère. Et sachant que moi, ma mère ne travaillait pas, donc elle était hyper disponible. Donc moi, il fallait qu'en plus je bosse, mais que je sois hyper disponible. Donc si tu veux, il y a un moment donné, j'ai un peu pété un câble, je pense.
Et surtout, je me suis dit, mais il faut que mes filles elles aient un truc à travailler aussi par rapport à moi, tu vois. Dans ce chemin, justement, il faut que... je pense que c'est sain qu'elles aient qu'elles rejettent aussi des choses que je peux, que je suis, parce que c'est ça qui fait qu'elles vont se construire. Mhm. Donc je me suis autorisé ça, à me dire, en fait, je ne serai pas parfaite, parce que du coup, ça va les faire travailler sur elles. Bon, peut-être que ça me rassure, hein, mais en tout cas, ça me fait du bien. Donc, je respecte un de mes besoins. Bon, eh ben, écoute, c'est l'essentiel. Exactement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur se libérer des conditionnements. Je pense que c'est ce qui nous pollue le plus aujourd'hui, en fait, enfin, à mon sens, parce qu'on se raconte tellement d'histoires tout le temps, mais tellement, tellement. On Mhm. va imaginer ce que l'un dit sur nous, on va interpréter un geste, une parole. Euh, alors bien sûr, ça Mhm. sort. Enfin, il y a les messages contraignants, puis il y a d'autres croyances. Hein, là, Oui, ce oui. sont des catégories pour nous aider à identifier des choses. Mais c'est vrai qu'on projette beaucoup de choses, on suppose beaucoup de Mhm. choses, Mhm. euh, et parfois on se pourrit un peu la vie avec ça, en fait. Ouais. Avec un de mes collègues de travail, on est très fans tous les deux des accords Toltec. Ah oui. Et donc, du coup, dans le monde du travail, on essaye de l'appliquer, hein, notamment ne pas faire de suppositions, ne pas prendre les choses personnellement, etc., etc. Et moi, je me suis rendu compte qu'en voulant mettre en place ça, parce que à force, je me le répète, et puis j'arrive à prendre du recul, à pas sauter à pieds joints sur quelqu'un qui m'aurait fait un mail que je considère, moi, comme étant peut-être un peu punchy, et puis du coup, tout de suite, on va dire, je vais lui dire si, et je vais lui répondre ça, et de prendre beaucoup de recul. Et je me suis rendu compte que parfois, du coup, c'était mon entourage, comme mon chef ou des collègues, en me disant, mais comment t'as pas répondu à un tel, mais tu te rends pas compte, alors qu'en fait, c'est adressé à moi. Alors déjà, c'est mon problème, c'est même pas le leur. Si moi, je choisis de ne pas réagir comme eux, c'est attendre, c'est mon souci à moi. Hein. Mais du coup, on rencontre une certaine incompréhension des personnes qui ne fonctionnent pas de cette façon-là, ou qui n'ont pas appris à prendre un peu de recul et à se dire, bon, ce qui m'écrit, ça n'engage que lui. C'est Oui. ses croyances, c'est ses trucs, ses machins. J'ai le droit je m'autorise à ne pas réagir parce que moi, je ne me sens pas concernée par ses propos et tout va bien, quoi. Et je ne vais pas envenimer. Mais parfois, c'est l'entourage, en fait, qui pousse un peu au Oui, jeu, oui, hein, je comprends ce que tu veux dire. en Ouais. disant non, non, mais attends, il faut que tu réagisses. Mais voilà, mais Moi, je suis zen, laissez-moi. ouais, et un des bons réflexes que tu as, c'est de se dire finalement, ça parle de la personne elle-même. C'est-à-dire Oui, que, tu vois, quelqu'un qui va exprimer de la colère parce qu'un projet n'est pas rendu en temps et en heure, ça va peut-être parler de sa peur à elle. complètement. Et, tu vois? Donc, ça sert à rien de surréagir, c'est Mhm. clair. Oui, moi je suis je prends beaucoup de recul à force aussi de travailler sur moi. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche de Alors, tu temps en sais, moi, temps. j'ai eu la chance de faire, je pense, le dernier séminaire de mots de séjournant, Mhm. qui a été reconnu chaman par Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 Ouais, accords je Toltec. suis son Voilà. blog et tout ça. Mhm. Et en fait, on avait fait un travail sur les suppositions que j'avais trouvé génial. Donc, on était en séminaire, on devait être, je sais pas, une quarantaine, tu vois, on était assez nombreux. Et en fait, on était par groupe de 4 ou 5 et on devait reprendre une situation qu'on avait vécue chacun, dans laquelle on avait supposé des choses et tu vois qu'on avait du coup pas bien vécu. Donc moi, par exemple, j'avais repris, je sais plus, un projet que j'avais présenté et il y avait une dizaine de personnes et il y avait quelque chose qui avait dû me mettre mal à l'aise, je sais plus. Et puis, enfin, je m'étais fait un truc où j'en gardais pas une expérience super positive. Et donc, j'avais posé ça au groupe et le groupe devait faire des contre-suppositions par rapport à ce que moi j'avais imaginé, mais des trucs complètement fous. Et du coup, tu vois, donc il y en avait, enfin, je sais plus, il y avait peut-être une des personnes qui avait pris son téléphone pendant que je parlais. Donc moi, je m'étais dit, ok, bah, donc je l'intéresse pas, c'est bon, c'est pas passionnant ce que je raconte. Et en fait, je sais plus, tu as un des participants qui me dit, mais si ça se trouve, il vient de recevoir un message sur Tinder ou, tu vois, ou il a un message de sa fille qu'il attend à l'école. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand tu peux imaginer ça, bah, du Mhm. coup, c'était marré, enfin, tu vois, parce que chacun Mhm. avait pris des... Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est super drôle à faire. Alors, c'est plus facile quand c'est les autres, parce que toi, tu vis le truc de manière un peu émotionnelle. Mais c'était super drôle à faire, quoi. Et ça te Mais permet tu sais, ça, je le de fais avec une dégonfler. de mes collègues de temps en temps.
Alors on dit toutes les deux, tu sais, et puis on se dit, tiens, il est sûr. Ou alors, et alors pareil, on part dans des gros délires, mais du coup, ça aide aussi après à se limiter sur ces idées farfelues qu'on peut avoir en se disant, mais Oui. arrête, tu sais pas, donc ça sert à rien de mouliner là pendant des heures, de pouvoir pas endormir la nuit, tellement tu t'imagines que les gens ils ont fait des trucs, alors qu'en fait, ils sont complètement à côté de l'histoire, quoi. Hein, Ouais, et après, ça devient un mécanisme, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai ma fille qui me disait: «Oh, la prof de maths, elle m'aime pas, elle nous aime pas, de toute manière, elle nous parle toujours mal». Et du coup, bingo, enfin, tu vois, je lui donnais plein de trucs en disant: «Mais ça se trouve, tu sais, si ça se trouve, bah, peut-être qu'elle, elle est pas à l'aise avec vous, ou peut-être qu'elle s'est réveillée du mauvais pied, ou peut-être que, c'est ça, ou peut-être que c'est ça». Et bon, voilà, du coup, je trouve que c'est un mécanisme, après, ça devient une démarche, donc ouais, c'est ça qui est exactement. intéressant. Mm. Donc voilà. Eh bien, écoute, Christelle, c'était passionnant. On passerait la soirée, hein, parce que déjà, je pense que ça fait pas loin d'une heure qu'on discute, hein, sans s'en rendre compte, comme ça, tout va bien. On n'a pas perdu tout le monde, là. Je vois qu'il y a encore du monde qui nous regarde. Alors, est-ce Super. qu'on a quelques questions pour Christelle rapidement? Et puis sinon, de toute façon, tu vas nous partager où est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux, ton blog ou autre, de façon voilà, à discuter avec toi, voire à travailler avec toi, hein, puisque tu es coach, entre autres. Donc voilà. Alors, je regarde vite fait sur Zoom, je ne vois pas de questions. Hop. Non. Je vais aller faire un petit tour sur Facebook. Je ne vois pas tout ce qu'il y a pu avoir dans le fil d'Instagram. Peut-être toi, tu le vois comme c'est toi qui étais le... Ah, je vois un petit message de Scylla et Saba qui nous dit un grand merci. Et Seba, Cécilia, pardon, ouais. excuse-moi. Cécilia. Hop. Sonia qui envoie un petit smiley aussi. Non, À écoute, il n'y a Thomas pas de questions. Comment? J'ai pas de questions, ouais. Merci, Ok. Masso. Bravo de Sonia. On a Thomas sur Facebook qui nous dit le fameux ne jamais présumer des accords Toltec. Très Ouais, dur à respecter pour moi aussi. Et je pense qu'on a eu une discussion tous les deux il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là. Donc d'accord, ça fait ça doit écho. rappeler quelque chose. Euh, hop. Alors, je retourne sur Zoom. On jongle entre le matériel, les trucs. Alain qui nous dit merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous d'être là. Pas de questions, mais je recommande vivement Christelle. C'est de la part de Edith. Merci, Edith. Donc, vous devez vous connaître. Ouais. Alors, si vous voulez, si vous avez pris la conférence en cours et que du coup, vous voulez revoir le début, ou vous avez vu le début, mais pas la fin, voilà. Donc déjà sur Facebook, hein, il va rester tout de suite, il va rester en ligne. Et puis d'ici demain, après-demain, je la mettrai aussi sur YouTube et on repartagera le lien sur les réseaux sociaux de façon à ce que chacun puisse le revoir, mais déjà à minimum, hein, minimum sur Facebook maintenant. Et puis ensuite sur YouTube, sur la chaîne ProductiveU, que je vous invite d'ailleurs À à liker. vous abonner, hein, voilà, à vous abonner sur Facebook et sur YouTube. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, bien évidemment, me demander en contact. Alors, il y a Béatrice, ça doit être une de tes amies qui dit la Ouais, classe. la You classe. rock. Oh, bah, dis donc, hein, toi, tu as full J'ai house. des admirateurs, c'est trop bien. Parfait. Alors, le nom de ton site, si on veut te retrouver. Alors, c'est www.acteus.com, acteus.com. Et puis Très sinon, bah, bien. je suis sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Voilà, au nom de Christelle Boulanger-Carolac, Karolak. Très bien. Parfait. Voilà. Merci mille fois. Merci Merci à toi, Christelle d'avoir Priscille, c'était un accepté mon plaisir. invitation. C'était très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis parce que là, du coup, c'est vrai que dès qu'on a Instagram, tout ça, on a beaucoup de gens partout. Hein. C'est Edith qui nous dit merci. Ben, merci à vous. Hein. Ça nous a fait très plaisir d'avoir autant de monde pour nous regarder ce soir. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, Merci détendez-vous. beaucoup. On a tous des drivers, mais on peut aussi s'autoriser à les éteindre de temps en temps. Exactement. Bonne soirée. Merci Merci Priscille, bien. merci à tous, à bientôt. À bientôt. Au À bientôt, revoir. au revoir.